Qu'est-ce qu'une simulation d'orgasme? Veuillez s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Simuler un orgasme, c'est feindre d'avoir atteint le point culminant de l'excitation sexuelle, alors que ce n'est pas le cas. Cela implique une série de comportements volontairement exagérés, pour donner l'illusion que le plaisir est à son apogée. Cela peut inclure des gémissements forts, une respiration haletante, des contractions musculaires, des tremblements du corps ou encore des expressions faciales très marquées. La personne qui simule joue en quelque sorte un rôle, souvent pour satisfaire l'autre, écourter l'acte ou éviter un moment inconfortable. Ce comportement ne signifie pas toujours un manque d'envie ou d'amour. Parfois, il s'agit simplement d'un réflexe face à des attentes non dites ou à une pression implicite. L'orgasme devient alors une performance à livrer, plutôt qu'une sensation à vivre pleinement. Et cela, malheureusement, peut avoir un impact sur l'authenticité du moment partagé. Comment simule-t-on un orgasme? Les techniques utilisées. Simuler un orgasme demande une certaine coordination physique et émotionnelle. La plupart des simulateurs utilisent une combinaison de signaux pour convaincre l'autre. Parmi les plus courants, les gémissements de plus en plus intenses, une respiration saccadée, des crispations musculaires, notamment au niveau du ventre, des cuisses ou des fessiers, des yeux fermés, des sourcils froncés, et parfois même des mots comme « oui » ou « encore » prononcés plus fort. Certains peuvent aussi agripper les draps ou le corps de l'autre pour accentuer l'illusion. Ces réactions sont souvent inspirées de ce que l'on voit dans les films ou la pornographie. Le but est de paraître convaincant, d'éviter les doutes. Et comme les orgasmes peuvent varier d'une personne à l'autre, il est difficile de toujours faire la différence entre une vraie réaction et une imitation. Ce jeu d'acteur peut devenir une habitude, parfois même inconsciente. Pourquoi certaines personnes simulent-elles? Les raisons derrière la simulation sont nombreuses et souvent complexes. L'une des premières est de ne pas blesser l'ego du partenaire. Faire semblant d'atteindre l'orgasme permet d'éviter une situation délicate où l'autre pourrait se sentir incompétent ou rejeté. D'autres le font pour écourter l'acte, notamment lorsqu'il devient inconfortable, douloureux ou ennuyeux. Il y a aussi une pression sociale forte, celle de devoir jouir à chaque fois, sous peine d'être vué comme frigide, pas normal ou froid. Certaines personnes simulent parce qu'elles n'ont jamais vraiment connu l'orgasme et ne savent pas comment y accéder. D'autres veulent maintenir une illusion de compatibilité sexuelle dans le couple. Dans tous les cas, la simulation naît souvent d'une peur. Peur de décevoir, peur d'être jugé, peur du conflit. C'est un réflexe de protection, mais qui peut avoir un prix sur le long terme. Simulé par réflexe, entre conditionnement et pression sociale, dans notre culture, l'orgasme est souvent présenté comme le but ultime de l'acte sexuel. Cette idée, largement véhiculée par le cinéma, les séries, la pornographie et même certains discours médicaux, crée une pression implicite. Si tu ne jouis pas, c'est que quelque chose ne va pas. Cette injonction pousse beaucoup de personnes à faire semblant, parfois sans même y réfléchir. La simulation devient un automatisme, presque une obligation sociale. On simule pour coller à une norme, pour ressembler à ce qu'on croit être normal. Cette pression est d'autant plus forte pour les femmes, qui sont souvent représentées dans les médias comme ayant des orgasmes bruyants, intenses et rapides. Ce décalage entre la réalité et la fiction pousse à vouloir faire comme dans les films, au détriment de son ressenti réel. Le plaisir devient secondaire face au rôle à jouer. Les différences entre hommes et femmes dans la simulation. Il est vrai que la majorité des simulateurs sont des femmes, mais les hommes ne sont pas en reste. Les raisons diffèrent légèrement. Chez les femmes, il s'agit souvent de répondre aux attentes de l'homme, d'accélérer la fin du rapport ou de masquer une difficulté à atteindre l'orgasme. Chez les hommes, la simulation peut survenir lorsqu'ils ont du mal à éjaculer ou qu'ils veulent cacher un manque d'intérêt, de fatigue ou une baisse de désir. Chez les deux sexes, il y a une peur du jugement, mais il existe aussi une difficulté à exprimer ce qu'on ressent vraiment, ou à dire simplement « je n'ai pas joui ». Ce malaise face à la sincérité émotionnelle renforce l'idée que simuler est plus simple que d'expliquer. Et pourtant, cette différence de genre dans la simulation cache une même origine, le manque d'espace pour parler librement de sexualité et de plaisir. Quelles conséquences d'une simulation régulière ? Simuler de temps en temps peut sembler anodin, mais lorsqu'il s'agit d'une habitude, les conséquences peuvent être profondes. D'abord, cela empêche l'autre de comprendre ce qui fonctionne vraiment. Il ou elle pense faire du bien alors que ce n'est pas le cas. À long terme, cela bloque toute possibilité d'amélioration ou d'adaptation. Ensuite, cela entretient une sexualité basée sur le faux, sur l'apparence, plutôt que sur la sincérité et la connexion réelle. Cela peut générer de la frustration chez celui ou celle qui simule, un sentiment de déconnexion, voire de lassitude. Dans certains cas, cela mène à un désintérêt progressif pour les rapports sexuels. Pire, si un jour la vérité éclate, cela peut créer un choc, une perte de confiance ou des disputes. Simuler, c'est mentir avec le corps. Et dans une relation de couple, le mensonge, même silencieux, finit souvent par peser. Comment savoir si sa partenaire simule? Il n'existe pas de méthode infaillible pour savoir si un orgasme est simulé. Certains signes peuvent mettre la puce à l'oreille, une intensité toujours identique, des réactions trop théâtrales, un orgasme systématique à chaque rapport. Mais ces indices ne sont pas une preuve. Le corps humain réagit différemment selon les personnes et les contextes. Le danger
c'est de tomber dans la méfiance permanente ou la paranoïa. Le seul véritable outil, c'est la communication. Oser demander « Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu as si envie de continuer ? Qu'est-ce que tu préfères ?» Créer un climat de confiance où l'autre peut dire qu'il/elle n'a pas joui, sans honte ni reproche. Ce n'est pas la chasse à la simulation qui compte, mais la recherche d'une authenticité partagée dans l'écoute et le respect mutuel. Peut-on arrêter de simuler ? Comment retrouver une sexualité authentique ? Oui, il est possible d'arrêter de simuler. Cela commence par une prise de conscience. Pourquoi je le fais? Que suis-je en train de cacher ou d'éviter? Ensuite, il faut apprendre à valoriser le plaisir en dehors de l'orgasme. Toute sexualité n'a pas besoin d'aboutir à une finale spectaculaire. Le chemin, les sensations, la complicité comptent autant. Il est aussi essentiel de mieux connaître son propre corps, ses réactions, ses envies, et surtout de trouver les mots pour exprimer ce que l'on ressent. Cela peut prendre du temps, mais le résultat en vaut la peine. Une sexualité plus libre, plus honnête, plus connectée à soi et à l'autre. Arrêter de simuler, c'est se donner le droit d'être vrai. Et c'est souvent à ce moment-là que le plaisir devient réel, profond et partagé. Conclusion. Et si on arrêtait de faire semblant? Simuler un orgasme, c'est parfois une solution de facilité. Mais sur le long terme, cela empêche la construction d'une sexualité épanouie et sincère. Le vrai plaisir ne se joue pas sur scène. Il se construit dans la confiance, la communication et l'écoute. Il est temps de sortir du jeu d'acteur, de s'autoriser à dire « non, pas encore » ou simplement « je ressens mais je n'ai pas joui ». Et ce n'est pas grave, car l'orgasme n'est pas une obligation. Ce n'est pas une performance à atteindre, mais un bonus au sein d'un moment de complicité. Et souvent, quand on lâche la pression et qu'on ose la vérité, l'orgasme, le vrai, finit par venir naturellement.